Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le DAF Fresh Morning, on est avec Mosley. Rebonjour Mosley. Rebonjour DAF Fresh. Deux faits majeurs vont marquer cette rubrique ce matin. Le président de la Cour constitutionnelle qui renonce à son assurance maladie. Oui, le président de la Cour constitutionnelle a renoncé à l'assurance maladie VIP. Parce qu'il faut savoir... VIP. Oui, VIP, c'est ce qu'on peut dire. Puisqu'il s'agit d'une assurance maladie qui a été contractée aux États-Unis d'Amérique. C'est pour permettre à ce qu'il, lui et sa famille puissent, du moins ses ayants droit, pas seulement sa famille, il peut y avoir des gens qui sont ses ayants droit. Donc, et ces ayants droit puissent bénéficier d'un système on va dire, de suivi sur le plan médical qui soit de nature à pouvoir leur permettre de se soigner convenablement. Donc, une telle assurance, j'imagine, si elle a été contactée, c'est pas 1 million, c'est pas 2 millions, c'est beaucoup d'argent. On connaît le coût de la santé aux Voilà, États-Unis. Exactement, c'est énormément d'argent. Qu'est-ce qui motive cette renonciation? Alors, la première chose qui est évoquée, c'est qu'aujourd'hui, il y a un besoin de permettre à ce que les responsables du moins pour lui, il faudrait que le personnel de la Cour constitutionnelle qui, jadis, était dans une situation d'inconfort par rapport à cette question d'accès à la santé, puisse bénéficier d'un suivi ou bien puisse avoir une garantie qui lui permette de se soigner convenablement, surtout qu'ils sont souvent très sollicités à des occasions où il y a à des occasions de forte tension pour la nation et ils ne sont pas à l'abri d'un certain nombre de pathologies qui peuvent avoir trait je dis un truc à comme l'activité professionnelle, voilà, et à l'âge. Exactement. Donc, dès cet instant, pour lui, c'était nécessaire qu'il permette à ce que ça soit beaucoup plus quelque chose qui soit avantageux. Ah, d'accord. Il ne voulait pas avoir un truc pour lui seul. Exactement. Il voulait que tout le monde ait accès. En bénéficie. Ah, mais ça, c'est un acte noble. C'est la première chose. La deuxième chose, ça nous montre aussi derrière qu'il y a une certaine humilité chez ce dernier parce que quand on voit depuis 91, si on regarde un peu le nombre d'années, ça veut dire que cette assurance existait déjà. Et imaginez combien d'argent on a pu dépenser pour cette question. Et ça fait une poche d'économie pour le Gabon. Ouais. Donc, et à partir de là, cette couverture universelle qui va être du moins transférée auprès du personnel ne va être qu'une opportunité pour ces derniers de pouvoir, eux et leurs ayants droit aussi, bénéficier d'un suivi médical, peu importe l'endroit du territoire où ils se trouveront. C'est un extraterrestre. Il y a combien de grands hommes comme ça, comme lui au Gabon? Pourquoi on ne les trouve pas? Bon, après... Pourquoi ils n'agissent pas comme ça? Il faut comprendre qu'il pouvait garder ça pour lui et continuer à entretenir ça en secret. Oui. Il faut comprendre qu'on est dans une période de transition. Et la période de transition fait appel à un certain sens de l'honneur, fait appel à un certain sens de l'équité, fait appel à un certain sens on va dire, de justesse dans la façon de gouverner, dans les manières de gestion des institutions. Parce qu'il n'est pas normal que vous soyez grand responsable administratif, vous ayez à votre profit un certain nombre d'avantages et que ceux qui travaillent avec vous, vos collaborateurs, qu'ils soient directs ou indirects, et qui au quotidien sont les petites mains qui permettent de réaliser le travail qui est le vôtre, du moins permettre le rayonnement de votre institution ou votre administration, soit dans un état de précarité, que ça soit sur le plan de la santé ou même sur le plan de la possibilité de scolariser les enfants. Vous savez qu'il y a souvent ce type de réclamation dans les administrations, ou encore qu'eux-mêmes ne soient pas en mesure de pouvoir simplement s'acquitter d'une facture à l'hôpital. Bon, donc dès cet instant, il est important qu'il y ait un certain regard qui pourrait conduire les uns et les autres à comprendre qu'aujourd'hui, avec la transition, c'est l'occasion de revoir l'ensemble des mécanismes qui avaient été mis en place pour pouvoir, entre griffes, spolier un tout petit peu l'État gabonais, mais aussi et surtout de pouvoir créer une certaine injustice qui faisait que les grands administratifs de notre pays bénéficiaient de tout
alors que le petit peuple qui est à leur service, qui permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rayonnement de ces organisations, soit beaucoup plus dans un état on va dire Et il ne peut pas dire au président de la transition comme monsieur le président de la... Bon, bref. Mais non, mais ça, Deuxième c'est une décision sujet. personnelle. C'est une décision parce que... Mais tu dois influencer aussi les autres. Hein? Mais Il y a beaucoup de décisions. Oui, Il y a beaucoup... Non, je ne vais pas parler du président de la Cour constitutionnelle. Lui, il a posé un acte noble. Hein? Oui. Mais en tant que c'est sûr que ce n'est pas le seul. Tu veux qu'il fasse des propositions allant dans le même sens. Vous voyez comment moi j'ai fait, non? Vous aussi, essayez un peu de faire. Vous n'allez pas mourir. En même temps d'autres Si vous diminuez, par exemple, si le gouvernement arrête d'acheter les VX pour les ministres et on achète des bons petits SUV propres, présentables, on fait des économies. On peut acheter des lits à l'hôpital. Tu vois, on peut acheter des médicaments pour les femmes en grossesse. On peut faire beaucoup de choses. On peut permettre à ce que le centre anti-sida puisse avoir les médicaments nécessaires, les antirétroviraux. Est-ce que tu vois? Donc, ce qu'il faut dire, deuxième actualité. Oh oui, on va rapidement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un élan qui a quand même été impulsé aussi, il faut le dire, par le président de la transition, lorsqu'il a décidé de renoncer à son traitement en tant que chef de l'État. C'était un pas. Et je crois que la plupart des institutions, si on vérifie au fond, doivent bénéficier des petites passerelles comme celle-là et qui, nécessairement aujourd'hui, obèrent suffisamment le budget de l'État ou le budget des institutions dont ils ont l'argent. Enfin, du moins, on va dire... C'est un nouveau mot. Se greffe un tout petit peu, ou bien prennent une bonne partie du budget qui est consacré. Voilà. Donc, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un travail de fond qui soit mené aussi dans la capacité à pouvoir gérer aussi les budgets alloués aux institutions, parce qu'on l'a vu en ce qui concerne, par exemple, le Parlement. On a décidé de réduire le train de vie du Parlement. Ça a semblé au départ quand même inquiéter certains, mais on n'a pas eu de retour aussi virulent pour dénoncer le fait que les députés soient aujourd'hui payés à moins d'1 million 2 ou 1 million 3. Donc, ils sont autour de 1 million 1000 et quelques, je pense. Et à partir de là, il y a d'autres avantages que vous pouvez ne pas avoir sous forme pécuniaire, mais les avoir sous forme en nature, comme on dit. Vous avez, par exemple, la prise en charge de votre personnel domestique. Vous avez des allocations en termes de transport avec des véhicules de service ou de fonction. Vous avez un certain nombre d'autres avantages qui sont en rapport avec les missions, les cérémonies que vous pouvez organiser. Donc tout ça, il faut que ça soit plus ou moins étudié aujourd'hui pour pouvoir arriver à une gestion optimale des ressources publiques. Parce que avec autant d'annonces qui ont été faites par le président de la transition lors de son allocution à la nation, il est clairement établi qu'on a besoin aujourd'hui d'argent pour investir. Si on doit construire les routes, si on doit construire un peu plus de salles de classe, si on doit avoir des hôpitaux performants, si on doit recycler le personnel de l'État, donc envoyer les administratifs en stage ou les agents de l'État en stage, cela demande de l'argent. Donc il faut qu'au minimum un certain nombre d'organisations publiques, un certain nombre d'administrations publiques puissent arriver à faire en sorte qu'il y ait une certaine équité dans la gestion du budget, des budgets qui leur sont alloués. Donc, c'est un mouvement d'ensemble. Comme tu le disais si bien, il peut ne pas avoir dit directement au président de la transition, mais le simple fait qu'il ait eu à faire cette déclaration solennelle, parce qu'il s'est agi d'une déclaration solennelle au cours de la cérémonie de présentation des vœux du personnel de la Cour constitutionnelle, ça voudrait dire que certainement aussi derrière, il y avait déjà eu une consultation avec le président de la transition, parce que quand vous êtes dans une administration, quand on sait qu'il y a la norme de la solidarité au niveau de l'État, eh bien, si vous venez mettre au jour une situation comme celle-là, les gens vont commencer à s'interroger et savoir quel est aujourd'hui réellement le traitement des présidents des institutions ou des organisations publiques. Et à partir de là, on peut rechercher qui bénéficie de quoi, qui bénéficie d'une allocation de plus, qui a une assurance beaucoup plus intéressante que les fonctionnaires lambda, comme qui dirait. Donc, à partir de là, je crois que c'est une façon aussi pour lui de dire, on avait une attitude hier qui, pour moi, aujourd'hui, n'est plus acceptable. Il faudrait qu'on permette à ce que ceux qui travaillent avec nous au quotidien, nos collaborateurs, puissent bénéficier aussi de ce qu'il y a comme avantage en termes de traitement, en termes on va dire,
d'engagement sur le plan on va dire des petits filets sociaux qu'on peut avoir pour qu'ils puissent s'occuper d'eux-mêmes et de leur famille. Donc, quand vous avez une couverture sanitaire universelle ou une assurance maladie universelle, il est possible pour vous, par exemple, de faire en sorte que votre enfant qui se retrouve dans un hôpital de la place, je ne vais pas citer, vous savez qu'il y a souvent un certain nombre de super établissements sanitaires à Libreville où on bloque les enfants des gens. Parfois, c'est parce qu'ils ne payent pas. Bon, imaginez que le cas surviendrait pour un agent de la Cour constitutionnelle, et bien ces derniers aujourd'hui... Qui doit aller en mission demain. Aujourd'hui, avec cette assurance qui a été transférée à leur bénéfice, et bien, va permettre de régler ce problème-là. Et on n'aura pas à regarder à la télé une femme qui a été bloquée pour des questions de paiement des frais d'accouchement. Un nouveau gouvernement avec plus de 30 membres. Oui, on a un nouveau gouvernement avec 31 membres pour être précis. Et ce gouvernement, il faut savoir le remaniement intervient exactement 4 mois et 9 jours après le premier, parce qu'il faut savoir que le gouvernement tel que l'on connaît avait été nommé, si je ne me trompe pas, le 9 septembre, à la suite de la nomination du Premier ministre Raymond Donsima. Et ce gouvernement 2, quand même, laisse entrevoir l'idée qu'il y a un besoin au niveau de l'exécutif de pouvoir accélérer la cadence, comme on dit souvent, et de permettre à ceux qu'il y ait une certaine efficacité au niveau du gouvernement. Parce que dans un premier temps, on a Raymond Donsima qui a été maintenu. Tout le monde connaît son engagement pour la transition et pour le développement du Gabon. Ensuite, il y a un vice-premier ministre qui lui a été accolé, donc Baro Chambrier. Il faut savoir que le président de la transition avait déjà reçu Baro Chambrier le 12 janvier dernier. Et dans l'esprit, on laissait sous-entendre qu'il pourrait avoir des deals qui pourraient se faire entre eux, dans la mesure où on sait qu'il y a une forte affluence, du moins il y a une importante représentation de l'opposition au sein des appareils de gestion de l'État aujourd'hui, que ce soit au Parlement ou encore au gouvernement. Et Baro Chambrier, jusque-là, était resté en retrait. Beaucoup s'interrogeaient. Et la dernière sortie avec le président a permis de voir ce dernier exprimer le souhait de se mettre à la disposition de la transition. Bon, c'est souvent la formule consacrée pour dire « je suis prêt à venir, je suis prêt à travailler avec vous, à collaborer ». C'est vrai qu'on aurait pu lui confier un autre poste que celui-là, mais on lui a confié le poste de vice-premier ministre chargé de la planification. Donc, c'est un département qui avait disparu au dernier mandat d'Ali Bongo. Et là, le retour de ce département va permettre à ce qu'il y ait une réelle façon de repenser la politique en matière de planification dans nos pays, en termes d'investissement, en termes de mise en œuvre des projets d'investissement de l'État. Ensuite, il y a un certain nombre de ministères qui ont quand même subi un certain nombre d'éclatements. Vous avez le ministère de la Communication qui n'a plus le volet économie numérique. Vous avez le ministère de la Santé qui n'a plus le volet social, qui sont aujourd'hui des ministères de plein pouvoir, et j'en passe. Et vous avez aujourd'hui une situation qui fait que, bon, après, on s'interroge de la sortie, par exemple, d'Hervé Patrick Opianga. De cette sortie, de ce qui ressort plus, parce que il y a eu, à la suite du remaniement, un certain nombre de discours qui ont été avancés sur les réseaux ou encore dans les discussions, sous-entendant son arrestation. Il n'en est rien. Jusqu'à là, on n'a pas d'informations officielles confirmant l'arrestation d'Hervé Patrick Opianga. Mais ce qu'on sait, c'est que... C'était une fake news. Oui. Déjà même quelques heures après les premières publications, l'information circulait déjà que c'était une fake news. Mais comme ça se passe à l'accoutumée, quand vous avez un remaniement, il y a souvent des dispositions qui sont prises par les autorités pour pouvoir garantir l'intégrité des bureaux des anciens ministres ou des locaux des ministères, pour éviter qu'il y ait une certaine situation qui ferait que, bon, on assiste à un cafouillage. Donc, certainement qu'il y a eu cette opération dans son cabinet, mais ça n'avait rien à voir avec des soupçons de malversation ou quoi que ce soit. Par contre, il
il te souviendra, lorsqu'il a été nommé le 9 septembre, il avait été question pour beaucoup de dire que c'était incompatible par rapport, du moins sa nomination en tant que ministre des Mines était incompatible parce qu'il y avait un conflit d'intérêts qui devait naître nécessairement avec le fait que lui-même est engagé en tant qu'entrepreneur ou encore en tant qu'homme d'affaires dans l'exploitation minière. Et même s'il s'agissait d'en tant que des carrières, mais n'empêche que les carrières, la gestion des carrières sont un pan du ministère des Mines. Et dès cet instant, il y avait conflit d'intérêts. Et à partir de là, lorsqu'on regarde on va dire la forte médiatisation qu'il y a eu au moment de sa nomination, jusqu'à des appels à la démission et la mise en œuvre d'une pétition demandant sa démission, eh bien, on peut comprendre qu'aujourd'hui, l'inauguration du siège de sa holding peut avoir eu un impact sur la décision du président de la transition à pouvoir le remplacer par quelqu'un d'autre pour permettre à ce qu'il y ait la fin de ces critiques, mais aussi permettre à ce qu'on sorte de cette situation inconfortable qui ferait que vous soyez ministre des Mines, vous êtes au fait de tous les dossiers concernant les investissements miniers aujourd'hui dans notre pays et vous-même vous êtes entrepreneur dans les mines. Bon, à un moment donné, on ne peut pas être juge et partie. Donc, il faut se décider à partir et laisser la possibilité à l'État de pouvoir plus ou moins se restaurer son image de ce côté-là. Ensuite, vous avez le départ de Raphaël Ngazouzé. Lui aussi, c'est vrai qu'il était déjà sous le feu des critiques à la suite de son passage à l'émission de Gabon Première qui parle des dossiers, des grands dossiers. Et sa prestation n'avait pas été appréciée réellement par les Gabonais, ce qui fait que beaucoup se demandent est-ce que ce n'est pas cette prestation-là, mais surtout aussi, dernièrement, il a fait une communication via les réseaux présentant la déliquescence de l'état du réseau routier entre Koumameyon et la Lara, et certainement, aux yeux de beaucoup, ce fait-là peut avoir eu un impact et qui a créé peut-être l'ambition qui a été celle de pouvoir le remplacer par celle qui était une de ses collaboratrices il n'y a pas très longtemps. Donc à ce moment-là, on voit bien qu'il y a un besoin aujourd'hui de dynamisme, un besoin d'engagement, sauf qu'il y a quand même un aspect ou des aspects qui ont été plus ou moins fait l'objet d'une méprise de la part des autorités de nomination, peut-être, ou de ceux qui ont procédé au remaniement du gouvernement. Parce que la première chose qui a sauté aux yeux lorsqu'il s'est agi, par exemple, de l'érection des ministères de l'Intérieur et de la Défense en ministère souverain, du moins on a élevé en grade les ministres Herman Nimongo et le général qui se charge de la défense, eh bien, pour beaucoup, c'est en violation de la charte de la transition. Parce que l'article 35 dit que le président de la transition est ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Et à partir de cet instant, pour beaucoup, le fait qu'il y ait eu mépris sur le sujet implique qu'il faut aujourd'hui procéder à une nouvelle modification de la charte pour permettre à ce qu'on soit en accord avec les nominations qui ont été faites. Et par la suite, il y a que quand on regarde dans l'ensemble, le gouvernement aura désormais du mal à pouvoir défendre son ambition de réduction du train de vie de l'État. Vous savez que lors des derniers discours et même des derniers discours du président de la transition, mais également du porte-parole du gouvernement, ce qui a été mis en avant, c'est qu'il y a eu un effort en matière de réduction du train de vie de l'État, avec le nombre de ministres qu'il y avait. Donc, on avait 26 ministres. Et aujourd'hui, on se retrouve à 31 ministres. Cet argument va quand même aujourd'hui peser sur la balance. Est-ce qu'on peut désormais dire qu'il y a eu machine arrière sur la question? Parce que lorsqu'on parle de 26 pour 30 membres de l'équipe gouvernementale, ça veut dire qu'il y a des finances qui vont être dégagées en plus. Il y a des moyens qui vont être mis en plus. Et cela va quand même peser sur la capacité de l'État à pouvoir financer un certain nombre de projets. Surtout que la loi de finances a été mise en exergue avec un gouvernement de 26. Donc, à ce moment-là, quelles seront les poches qui permettront de pouvoir assumer les charges de ces nouveaux ministères ou bien de ces départements qui ont été érigés en ministère de plein pouvoir? Merci, Mosler. Générique, le programme du week-end.
Tout à l'heure, à l'émission Urban Free, on aura le tirage au sort. En fin d'émission, il y a un auditeur ou une auditrice qui va remporter l'enveloppe de 50 000. Donc, vous l'avez compris, c'est le dernier jour du jeu concours de la semaine. Et vous avez la possibilité de suivre aussi les matchs de la CAN du côté de l'Afrolange by Luxor, situé à l'intérieur de l'hôtel Hibiscus, au quartier Lui. Donc, pour aujourd'hui, vous avez le match Cap-Vert-Mozambique à 15h. Et à partir de 18h pile, Sénégal-Cameroun. On attend le verdict. Comme le dit souvent un scientifique gabonais au nom de Gabriel Ntougou, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais il faut savoir que c'est pas parce qu'on tient quelque chose que ça pèse forcément. Voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve lundi à 7h. Chers auditeurs, voici votre horoscope. Bélier. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.